Les annonces se succèdent du côté de Bamako. Cette fois, les autorités militaires maliennes ont annoncé avoir déjoué dans la nuit du 11 au 12 mai 2022 une tentative de coup d'État avec l'implication d'une puissance occidentale. C'est ce qui a été évoqué sans nommer effectivement cette puissance occidentale. Et plusieurs arrestations d'officiers de haut rang ont été effectuées. Et ce qui peut attirer l'attention, c'est que l'un de ces acteurs est plutôt proche d'une ponte du CNT, donc le colonel Malik Dio, ce qui fait dire à certains que ça pourrait ressembler à un début de purge dans les rangs de ses compagnons d'armes qui ont pris le pouvoir des mains d'Ibrahim Keïta il y a quelques années. Alors, coup d'État ou début de purge à Bamako, c'est ce qui fera l'essentiel de notre causerie de ce soir dans le cadre de cette émission. Et ce sera avec Morgane Assogba Mentonji, consultant expert en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Amzat Abdoulaye. Bonsoir. Et Consultant bonsoir politique et expert en relations internationales également. C'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes aussi expert en géopolitique. Oui. Voilà. Quand on a appris cette nouvelle dernièrement, une énième nouvelle du côté de Bamako, avant ça, il y a eu la sortie avec fracas du G5 Sahel. Et quand je me remémore un peu la fiche qui a été édictée, simplement parce que, bon, je ne dirais pas simplement, c'est une décision lourde de conséquences, la présidence, il y a une accusation des autres pays partenaires de tout faire pour ne pas accorder la présidence du G5 Sahel au Mali, ce que d'aucuns ont considéré comme un simple mouvement d'humeur. Là, on annonce un coup d'État avec l'implication d'une puissance occidentale. Bon, cette puissance occidentale, je pense que beaucoup ont tôt fait d'indexer la puissance qui est désignée être à la base entre griffes de tous les maux du Mali. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé à l'écoute de cette nouvelle? Alors, il faut dire déjà que ce n'est pas une nouvelle surprenante. Elle n'est pas surprenante dans la logique de ce à quoi on assiste depuis que M. Goïta est à la tête de ce conseil de transition. On assiste à quoi? On assiste à des dénonciations par rapport à la sécurité de M. Goïta. On a déjà eu ce qu'on pourrait appeler quelques tentatives, mais qui semblaient être assez bénignes. Mais cette fois-ci, on nous montre, en parlant de coup d'État qui a été déjoué, que la menace s'aggrave et que la menace est de plus en plus inquiétante. Alors, il y a cet aspect-là déjà, donc pas de surprise, mais quand même quelque chose de considérable. Et de l'autre côté, lorsqu'on nous parle d'une puissance européenne, c'est vrai que tout de suite, tout le monde pense à cette même puissance qu'on accuse d'être à la base de tout, pas seulement voilà. le Mali. Oui, ce serait compréhensible, mais on peut se rendre compte que ce n'est pas pareil. Il faudrait qu'on écoute déjà les leaders les leaders du Conseil national de transition aller au bout de leurs enquêtes pour pouvoir identifier, puisqu'ils ont déjà commencé à arrêter des personnes. C'est pas la puissance occidentale, c'est qu'ils ont identifié la puissance occidentale dont il Oui, s'agit. pas forcément. Ouais. Pas forcément. S'ils l'ont identifié, pourquoi ils n'en parlent pas directement? C'est la question qu'on peut se poser aussi. Mais cela permet aux autres, ceux qui pourraient penser que c'est une mise en scène, de nourrir leur théorie, la théorie de la mise en scène. Vous n'y croyez pas? À la théorie de la mise en scène, ici, il ne s'agit pas de ce à quoi nous croyons. Il est question ici de faire une analyse sur la base des faits. Aujourd'hui, les faits nous montrent effectivement que la sécurité, non seulement du président Goïta, mais de tous ceux qui font partie de ce Conseil national de transition est menacée. Et lorsque vous faites référence à la façon dont fonctionnent les systèmes de changement, du moins la façon dont les leaderships sont changés tout au long de l'histoire, vous vous rendez compte que oui, la question des coups d'État, ça fait même partie des stratégies utilisées dans le monde des relations internationales. Lorsqu'on ne veut pas d'un leader dans un pays,
on se permet de financer des coups d'État ou parfois même de prendre le leadership de ces coups d'État. Qu'on soit puissance extérieure, on se met en relation avec ceux qui pourraient paraître être comme des dissidents à l'interne qui n'épouseraient pas la logique de développement de ces leaderships. Et donc, la question des coups d'État est une réalité. La question de renversement des systèmes de leadership est une réalité qu'on ne peut pas exclure. Est-ce que c'est une mise en scène? Ce serait difficile de le dire à partir de cet instant où la sécurité de ces personnes est réellement menacée et la dynamique dans laquelle ils sont en train d'évoluer n'est pas une dynamique qui est acceptée non seulement par la sous-région, les leaders de la sous-région, et je vois tout de suite les leaders de la CEDEAO qui ne sont pas pour la dynamique utilisée au Mali en majorité, si on s'en tient à leur déclaration, et aussi la communauté dite internationale. Ils sont simplement contre les coups d'État, la logique des coups d'État. Non, vous savez, il faut dire que c'est ce qui est dit, qu'on est contre les coups d'État. Mais lorsque vous regardez la critique qui va à l'endroit de deux poids, deux mesures, parce qu'il n'y a pas eu que de coups d'État au Mali, il y a eu ce qu'on pourrait qualifier de coups d'État dans d'autres pays, mais la gestion de ce processus n'est pas pareil que ce qui est en train de se faire avec le Mali. Et donc c'est tout vite fait de penser que c'est seulement une bataille contre les coups d'État. Oui, la CEDEAO, dans ses principes de régulation, est foncièrement contre les coups d'État. Il ne s'agit pas juste de la CEDEAO, mais toutes institutions internationales aujourd'hui ne sont pas pour le changement de pouvoir de façon par la force. Voilà. Donc voilà. Oui. Le fait que l'un des officiers arrêtés soit proche du président du CNT quand même, du colonel Malik Diop, a fait, disons, penser à beaucoup d'observateurs que c'est peut-être le rapport de force au sein même du CNT qui est en cause. En effet, et je pense que quand quelque chose du genre arrive, il faut chercher un responsable, il faut indexer un responsable. Et derrière le responsable, il y a celui qui manipule les ficelles, celui qui manie les ficelles. Et tout est bien schématisé pour dire que oui, il y a eu une tentative de coup d'État, il faut mettre des noms autour de cette tentative de coup d'État. Et derrière aussi, il faut mettre la machine ou le nom de la machine, ou du moins dessiner le nom de cette machine qui est derrière tout ce montage. Alors, moi, je reviendrai sur la machine biblique qui dit « Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée ». Peut-être c'est ce qui est dans les têtes. Est-ce que c'est véritablement un coup d'État ou c'est juste une peur? Puisque le pouvoir en place aujourd'hui est un pouvoir qui est venu par l'épée, par la force. Et peut-être cette peur est toujours dans les têtes. Alors, si au sein de l'armée, il y a des divisions, c'est certain. Il n'y a pas d'armée unifiée à 100%, même dans les régimes démocratiques. Il y a toujours des armées qui ne... Enfin, au sein de l'armée, il y a toujours des divisions. Donc, je ne trouve pas cela comme étant un véritable argument pour justifier cette tentative de coup d'État. Ceci étant, je pense que le coup d'État est réel. Le coup d'État est réel parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu la tentative est réelle. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu de tentative de coup d'État au Mali. Et on sait que la région est très instable et bien sûr liée à des relations très compliquées avec l'ex-pays colonisateur qu'est la France. Et justement, le Mali s'est engagé dans une dynamique de rupture définitive avec la France. Certes, le nom n'est pas apparu, mais on sait tous que derrière cet État, c'est bien de la France qu'il s'agit. Mais il faut faire de la diplomatie parce que le Mali aussi, l'état du Mali, l'état de transition est en quelque sorte dans une phase de tentative de reconstruction de ces relations diplomatiques, même si c'est un peu paradoxal puisque la France est en train d'être rejeté systématiquement, mais en même temps, on se protège. On veut toujours bénéficier des aides, oui, parce que le pays, la population pourrait en souffrir plus tard. Donc moi, je pense que, pour résumer et revenir à votre question pour finir,
le fait de trouver des responsables, c'est évident, c'est normal, mais laissons le processus aller jusqu'au bout. Attendons de voir comment les choses vont se passer. Est-ce qu'il y aura d'autres responsables derrière? Est-ce qu'il y aura un procès? Est-ce qu'il y aura une instruction? On verra bien, la suite nous édifiera sur la question. Il y a beaucoup d'observateurs qui parlent de fuite en avant. Parce que quand on prend les décisions qui ont été prises ces derniers mois, la dernière, je le rappelais, après la rupture des accords de défense, la sortie du G5, l'annonce de ce coup d'État, beaucoup d'observateurs pensent que voilà, le Mali s'isole de plus en plus. Et ce n'est que, voilà, on cherche à chaque fois, si je tiens compte de la lecture de plus en plus d'observateurs, même au niveau du Mali, parce que il faut préciser que au Mali, ce n'est pas tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, il y a des leaders politiques qui ont dénoncé, qui ont douté de la véracité de cette annonce, pendant que d'autres la soutenaient. On parle simplement de fuite en avant, de coup d'éclat. Donc on se pose la question de quel sera le prochain. Parce que on est déjà sorti de tout. Il n'y a plus rien à déchirer comme contrat ou comme comme lien avec la France, peut-être sauf d'aucuns ont pointé ça aussi, les aides, vous en parlez, les aides de l'Union européenne, parce que n'oubliez pas que l'Union européenne a sanctionné le Mali, mais cette semaine, le Mali n'a pas hésité à accepter une assistance financière de la même Union européenne. Alors, on se demande effectivement à quoi jouent les dirigeants de ce pays. Alors, je peux déjà me permettre de dire que nous sommes très loin d'être dans un jeu. Et nous assistons aujourd'hui à ce que nous avons qualifié il y a quelques mois de processus de désintégration. Processus de désintégration, pourquoi? Parce que lorsque vous regardez les raisons qui sont évoquées par le Mali et qui pourraient expliquer ce qu'on pourrait considéré comme son isolement, c'est des raisons qui, d'une façon ou d'une autre, tiennent. En commençant par la question de la CEDEAO, c'est la CEDEAO qui a initié des sanctions suffisamment rigoureuses pour mettre le Mali dans une situation où le Mali doit trouver des stratégies pour survivre. Et donc, ces sanctions, lorsqu'elles ont été prises, tout le monde, pour ne pas dire toute la communauté, y compris les populations, ont perçu le caractère assez grave de cette sanction. Et donc, le Mali, jusque-là, a certainement eu le temps de développer des résistances par rapport à tout processus d'isolement. Même si le Mali reste dans une dynamique de dialogue, ce qui explique qu'elle ait opté pour le choix du président Faure comme médiateur, parce que le Mali estime qu'il faille quand même arranger les conditions et rester dans le processus d'intégration. Et lorsque vous prenez le G5 Sahel, vous constatez que le fait de refuser le leadership de ce G5 Sahel, qui était censé être donné au Mali, le fait de refuser cela, d'une façon ou d'une autre, va à l'encontre de l'accord qui a été signé entre les différents États membres. Oui, là, je voudrais faire un bémol. Oui. C'est pas le fait de refuser, mais c'est le fait d'être parti, peut-être pas. Beaucoup ont qualifié de. On appelait ça une sorte de dépit. C'est pas si vous lisez le communiqué, pour paraphraser, c'est un peu comme si le Mali était victime d'un complot des autres États pour ne pas leur céder la présidence du G5. Et donc, devant ce fait, ils n'ont plus rien à y faire. Ce n'est pas comme s'ils étaient dans le G5, ils étaient impliqués, ils se disent, bon, on ne veut plus du G5. Ils ont écrit très précisément que tous les autres pays s'arrangeaient et donc, en suivant la France, pour ne pas leur confier la gestion de ce G5 Sahel. Donc, c'est-à-dire, donnez-moi la présidence ou je m'en vais, et c'est ce qu'ils ont fait. Oui, et ce qui est totalement compréhensible, puisqu'on s'était entendu sur le fait que chacun à son tour devait présider. Oui. Et donc là, il ne s'agit même pas d'une question d'avoir des allusions de complot. Il s'agit juste de se focaliser sur le fait. Pour la question de complot, il faut faire des investigations pour savoir s'il y a eu complot entre les autres États. Mais pour ce qui est du fait, le fait qui
souhaiterait, ou du moins qui a mis en place les conditions pour que chaque État puisse prendre la direction de façon tournante de cette coalition du G5 Sahel, fait que si d'aventure le tour du Mali arrivait et qu'on refusait au Mali, le Mali se retrouve dans une position où le Mali peut décider de ne pas aussi jouer sa partition. Oui, je vais rester avec vous, je ne voudrais pas être taquin, mais est-ce que la position des autres pays n'est pas compréhensible? On sait que la colonne vertébrale de cette force, c'était les forces françaises. Oui. Voilà, mais voilà un pays qui a décidé de suspendre toute attache avec cette force française. En effet. Donc, du coup, les autres sont dans l'expectative. Si on ne peut plus se baser sur la colonne vertébrale, même si les Français se battaient pour avoir des financements extérieurs avec les Américains, de rallier l'Union européenne et tout ça, si un pays se met en opposition de tous ses partenaires, il est normal que les autres, que ce soit le Tchad, le Niger, se posent des questions par rapport à l'implication réelle du Mali. Oui, et vous venez juste d'apporter de l'eau à la dynamique dans laquelle j'étais en train d'évoluer, parce que c'est pour ça que je dis le processus de désintégration auquel on assiste est lié et va de façon assez logique. Le Mali qui décide de couper de façon formelle ce qu'on pourrait appeler tout lien de collaboration poussé avec la France. La France qui joue un rôle capital dans l'existence du G5 Sahel, il va de soi que la collaboration avec le Mali prenne un coup. Et donc, le fait qu'on refuse au Mali de prendre le leadership du G5 Sahel n'est pas quelque chose à critiquer lorsqu'on tient compte des relations qui existent entre le Mali et ce partenaire-là. Oui, mais au-delà, si on prend la position des autres pays, ce n'est pas plus problématique pour le Mali en lui-même. Le président nigérien, lui, ne s'embarrasse pas de retenue. Lui, la décision du Mali est une mauvaise décision. Lui, il a pris son option. D'abord, il a fait adouber ça légalement par l'Assemblée nationale. La France lui est indispensable. D'ailleurs, cette semaine, il a demandé à la France, aux Français, de prendre un peu plus de risques. Donc, de prendre le risque de perdre plus d'hommes. Il a été clair. Pour lui, il ne faut pas faire la lutte antiterroriste à moitié. Et les Burkinabés n'ont pas, contrairement, même s'il y a eu des velléités, les Burkinabés sont toujours pour. Et ils n'ont jamais interdit aux Français d'exercer sur leur territoire. Ils ne le disent pas, mais ils n'ont jamais mis de frein à la coopération française. Donc, du coup, les autres pays de la sous-région, si on met le partenaire français de côté, les autres pays de la sous-région, du coup, sont en droit de se poser des questions parce qu'eux, ils ont choisi d'autres options. Ils ont choisi l'option de continuer de façon claire la coopération avec la France. Déjà, le G5 n'a jamais fonctionné. Le G5 a toujours été une arlésienne, une coquille vide. Et la lame surtout faute de financement. Surtout faute. Écoutez, il ne peut pas avoir d'effet sur le terrain sans financement. Le financement, c'est l'élément moteur. Aujourd'hui, on sait que le financement provient généralement de 3 entités. La Banque mondiale en premier, la France ensuite et le FMI après. Et malgré ça, le financement n'y est pas du tout. Vous allez voir, les présidents ne font que se plaindre à chaque conférence des chefs d'État. Le retrait du Mali aussi, ça se justifie parce qu'on a un cas de jurisprudence, le Tchad. On a un président un président de transition, un héritier de papa, qui est venu par les armes, on va dire, mais de façon beaucoup plus soft. Mais il n'est jamais venu par les voies des urnes, il n'a pas été élu démocratiquement. Donc, mais il n'a pas fait de coup d'État. Il n'a pas fait de coup d'État. Il n'a pas fait de coup d'État. Oui, mais c'est vrai, le processus. Il a hérité du pouvoir de son père avec l'appui de la France et de Jean-Yves Le Drian, clairement, lors du discours de son investiture, machin. Mais quand on fait le parallèle avec le Mali, on se rend compte qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Non, avant que vous n'alliez plus loin, cette situation au Tchad, personne en Afrique, en tout cas dans le pourtour, ne l'a critiqué. Parce qu'on sait que le Tchad est fondamental. Parce qu'à ce moment-là, le Tchad est fondamental pour la lutte antiterroriste. Parce que très peu de chefs d'État s'embarrassaient de ce que ce soit même le cousin ou n'importe qui prenait le pouvoir, pourvu que le contingent tchadien, l'implication tchadienne soit... Le contexte n'efface pas la loi qui est écrite. Oui. Il y a une charte, il y a une convention qui a été signée par les 5 chefs d'État qui mentionne clairement que chaque année, il doit avoir une
une présidence qui est tournante, et c'est mentionné clairement. Mais vous voulez qu'à cause d'un contexte dans un État quelconque ou dans l'un des 5 États, on brime les tests ou on fait fi des tests? Non, c'est pas possible. Les tests doivent être respectés. Et aujourd'hui, on se rend compte, moi je me rends compte que le Mali est brimé. Le Mali est brimé parce que derrière la France, qui est le deuxième poids financier, pour vous l'Union aussi. européenne qui Donc est c'est le troisième la poids. France qui est à la base de tout. La France est notamment l'une des raisons pour laquelle le Mali Non, moi je s'est vous pose la question retiré. comme quelqu'un le poserait dans la rue. C'est pour vous, c'est la France. Nous ne La sommes faute pas- à la France. Vous êtes d'accord que Le nous ne coup sommes pas d'État, dans c'est la la rue? France. Oui, mais bon, les Mais- gens nous suivent. Clairement, mais Oui. ce que je vais dire sur cette question, Oui. c'est que le retrait Oui. du G5 Oui. par le Mali se Oui. justifie clairement D'accord. à partir du moment où ils sont minimisés déjà à l'échelle régionale, au sein même du G5, avec les propos du président Bazoum, qui sont ahurissants, limite... Bon, il s'en est jamais caché. Depuis mais- le début, il a sa position. C'est pas nouveau, le Naturellement. président Oui, Bazoum. mais cette fois-ci, on sent vraiment un conflit ouvert avec le Mali, en tout cas avec le gouvernement malien. Oui, justement, et- justement. Je vais vous poser la question. Allez-y. Parce que c'est vrai qu'on peut dire, oui, le Mali, le panafricanisme, fout la France dehors, mais le président Bazoum, si on peut lui reconnaître, pose des questions pratiques. C'est-à-dire que le pouvoir malien a décidé de se passer de la France. Mais dans la zone des 3 frontières, ce n'est pas comme si le Mali et son support russe aient remplacé les Français sur cette position, ce qui lui pose, lui, directement un problème pratique à ces frontières. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors- C'est pragmatique. C'est-à-dire que vous me dites, ceux-là ne sont pas utiles pour nous. On ne les veut plus. Ils sont partis, vous n'avez pas pris la position, et aujourd'hui, les groupes terroristes font ce qu'ils veulent à l'endroit. Écoutez. Donc, on ne peut pas en vouloir à un président de la République de dire, Écoutez. écoutez, ce qui est subsisté avant, mais défavorable aujourd'hui. Donc, la décision que vous avez prise est mauvaise. Écoutez, le problème dans le G5, Oui. c'est le terrorisme. C'est Non, la là, on ne sécurité. parle même pas C'est le du G5. développement. On parle du Niger et du Mali. Bien sûr, Et on parle ça de terrorisme. concerne le Sahel. Vous savez, le Niger, le Mali, le Tchad, la Mauritanie, le Burkina Faso, ils ont les mêmes problèmes Oui, effectivement. liés à la sécurité, Oui, effectivement. liés au développement Oui. et tout ce qui va avec. Maintenant, si le Niger prend position de cette façon, Oui. ça ne se justifie pas à partir du moment où Oui. une convention est signée, une convention qui mentionne dans des articles bien précis ce qu'il faut faire dans des contextes bien Précis, donnés non, je vous et comprends. précis. Je suis d'accord avec ce que Maintenant, vous dites. mettre ou justifier Oui. une prise de position en se disant le Mali est... Non, il ne le n'est justifiait pas- même pas. Mais moi, je voulais que vous vous prononciez là-dessus. Oui, C'est-à-dire il faut- que, Oui. parce que beaucoup dans la sous-région critiquent la position du président Bazoum. Président Bazoum. Mais encore une fois, c'est pragmatique. C'est un peu comme entre le Bénin et le Burkina. Parce que le Niger n'a pas beaucoup de fronts. Il y a le front avec Boko Haram avec le Nigeria et l'autre front avec le Mali. Ils partagent cette frontière qui est en tout cas tout ce qu'ils ont subi comme affre du terrorisme. Oui. C'est dans la zone qu'on appelle la Les frontière trois des 3 frontières. La diplomatie Alors, nigérienne Non, est clairement... c'est orientée vrai vers- que il non, faut c'est vrai tenir que le compte. président. Je Il vais faut- poser ma question. Oui. Le président Bazoum ne s'embarrasse pas de diplomatie. Lui, il est pragmatique. C'est-à-dire que vous dites que les Français, en tout cas les forces extérieures, ne tiennent pas cette position. Ils sont partis, vous ne la tenez pas. Ça me pose des problèmes. C'est clair. Il n'y a pas de. Je pense que chacun peut comprendre cette décision. Je veux bien comprendre, mais je ne comprends pas parce que le Niger n'intervient pas au Mali, on est d'accord. Non, il ne demande pas au Mali Très d'intervenir au bien. Niger. Les Maliens Il demande aux n'interviennent Maliens pas non plus. de tenir leur position. Puis c'est ce qu'ils Les proclament. positions se tiennent où? À l'intérieur des frontières. Mais c'est ce Et qu'ils réclament. aujourd'hui, Oui. les autorités maliennes disent clairement que les positions sont tenues. Le président Bazoum a dit le contraire. A dit la position Le du côté président malien n'est pas Bazoum, tenue. il C'est est clair. président du Niger, on est d'accord. Oui, mais c'est comme si vous dites que la position, la frontière du Burkina, en fait, tout le monde l'observe, chacun l'observe de son côté. La position du côté du Burkina n'est pas tenue. Tout le monde peut le constater. En fait, il interpelle les Maliens face à leurs responsabilités. Si vous avez jugé que les autres ne sont pas capables de vous aider, alors tenez la position. Parce que si vous ne tenez pas la position, et effectivement, tout le monde le dit aujourd'hui, c'est devenu, comment on appelle, la zone des 3 frontières, c'est devenu un cercle de réjouissance pour, je sais pas,
toutes les tendances terroristes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense d'abord, on va partir du point où il y a un principe de défense des intérêts de chaque État. Lorsque vous partez du point de vue de ce principe, le président Bazoum est dans son droit et dans une logique de défense des intérêts du Niger. Et le président du Conseil national de transition au Mali est dans une logique de défense des intérêts du Mali. Et la problématique qui fait qu'il y a cet échange, c'est que le G5 Sahel, qui est à prédominance des forces françaises sur le plan stratégique et sur le plan de la mise en œuvre de cette coordination pour du moins pour juguler la situation du terrorisme, intervient dans une zone des 3 frontières. Ce qui fait que si la coopération, le mécanisme de coopération qui permettait à cette force d'intervenir dans la zone des 3 frontières est mis en mal par l'un des pays concernés, cela affecte d'une certaine façon l'efficacité de cette force. Et donc, sur ce point de vue, le président Bazoum a entièrement raison, parce qu'il ne trouve pas encore la mise en œuvre d'un processus alternatif à ce processus-là qui semblait, parce que nous observons de loin, qui semblait ne pas être efficace, mais qui peut-être sur le terrain avait des avantages que seuls ces leaders-là peut-être connaissent concrètement. Et donc sur ce point de vue, je pense que ce soit le président Bazoum ou le président malien sont dans leur droit. Et la question de l'utilité de cette coopération aujourd'hui, elle est à déterminer par rapport aux acteurs de près et de loin. De loin, avec du recul, nous on peut dire ici, étant donné que le terrorisme n'a pas été endigué de façon matérielle, que l'efficacité de ce G5 Sahel est à remettre en cause. Mais de près, ceux qui ont des hommes sur le terrain et qui savent l'apport, que ce soit sur le plan stratégique ou matériel, qui naît de cette coopération du G5 Sahel, peuvent dire qu'il y a péril en demeure. Et donc, je pense naturellement que les deux parties ont des raisons de se prononcer, mais qu'il urge qu'effectivement les États concernés trouvent une alternative pour pouvoir collaborer dans cette zone des 3 frontières. Parce que sans collaboration, imaginez que les forces sont efficaces au Niger et au Burkina Faso, mais parce que la collaboration est remise en cause, ne peuvent pas intervenir au Mali et que le Mali n'arrive pas à compenser cette perte-là dans le système qui a été mis en place. C'est ça la grosse question. Voilà. Moi j'allais rajouter que si ce retrait est acté, je pense que le Mali... Non, le retrait est acté. Donc, bon, bien sûr. Le Mali se rétracte. C'est acté. Les autres pays ne peuvent pas s'y opposer. Attendez. C'est de libre droit. Les tests, l'article 20 de la Convention, justement, dit que... Enfin, il n'y a pas d'article qui prévoit justement un retrait. Les conditions de retrait. Donc les conditions ne sont pas remplies. Donc c'est pour ça que je dis si c'est acté. Bon, c'est un peu comme quand les Français disent que retrait de l'accord de défense, c'est pas, il y a des articles qui encadrent ce retrait de l'accord de défense. Il y a ce qu'on appelle l'effet synalagmatique des contrats. Voilà, ça n'a rien l'effet changé. synalagmatique des contrats. Si une partie ne respecte pas, donc l'autre partie a tout le droit de ne pas respecter aussi. Par contre, le G5 peut se disloquer à condition que 3 États au minimum se prononcent sur la dislocation et puis ça sera acté. Et moi, je pense que c'est ce qui va arriver. De toute façon, c'est pas même des mots de la bouche du président Bazoum, le G5 Sahel n'est pas encore opérant. Parce que le G5 Sahel c'est une force qui s'appesante. On parlait du financement, mais au point de vue homme et matériel, c'était le détachement tchadien qui faisait le socle de ceux de G5 Sahel jusqu'à la mort du président. Après, on ne le sait pas non plus. Oui, mais le G5 Sahel, si vraiment il veut continuer à exister, je pense qu'il va devoir se réinventer, si possible, s'étendre au pays du Golfe. C'est la seule solution pour rendre le G5 vraiment opérationnel et beaucoup plus dynamique. Et bien sûr, prendre des mesures pour se réinventer avec les politiques dans chaque... Et peut-être ne pas attendre les financements de l'étranger. Il faut attendre des financements. Clairement, je vous l'ai dit en début, il n'y a pas d'organisation qui tienne
sans financement. Oui. C'est impossible. Oui. Et aujourd'hui, on sait que c'est la Banque mondiale, l'Union européenne et la France qui soutiennent le G5 donc et bien d'autres organisations. Donc pour vous, les États impliqués ne doivent pas faire des efforts pour mettre la main à la poche. Ils doivent bien sûr faire des efforts, mais vous savez déjà qu'à l'intérieur, c'est compliqué. Avant de mettre en place ces institutions, c'est déjà compliqué. Donc sortir plus d'argent, ça veut dire toucher encore plus à la population ou aux recettes des impôts. Et ça a un poids financier sur l'État et je pense que c'est compliqué. D'accord. Juste votre dernier mot par rapport à cet épisode de coup d'État, c'est un acte sans lendemain. Alors oui, le coup d'État... L'armée, certains ont pointé du doigt un malaise dans l'armée. Bon, voilà. Alors, avec la sévérité qui a été de mise lors de l'annonce, je pense qu'il faut prendre ça très au sérieux. Et je pense aussi que le chef d'État du Mali, il prend ça très au sérieux. C'est des menaces. À partir du moment où vous avez contre vous tout le monde entier, eh bien, vous devrez vous attendre. Tout le monde entier. Est-ce que vous ne forcez pas un peu le trait? Alors je vais me justifier. Le Bénin n'est pas contre le Mali. Je vais me justifier. Le Bénin n'est pas contre le Mali. Je vais me justifier. Le Togo n'est pas contre le Mali. Alors, au moins deux. En diplomatie, quand vous avez la majorité contre vous, eh bien, tout le monde est contre vous. Quelle est cette majorité? L'Union européenne, majorité n'est pas la majorité. Écoutez, le Mali aujourd'hui est isolé. On l'a dit, on l'a redit. On l'a dit, oui. Isolé par qui? Isolé par, sur la scène internationale, on va pas relancer le débat. Sur la scène sous-régionale aussi. On va pas relancer le débat. Ce qui est sûr, ils ont accepté l'aide financière de l'Union européenne récemment. Donc, ils savent, ils ne sont pas si isolés que ça. Oui, je dirais simplement que nous faisons face à une situation qui est certainement prévisible. Je doute que le CNT n'ait pas vu cela venir ou n'ait pas prévu cela. Donc, ils vont trouver une solution pour continuer leur leadership et on verra ce que ça va donner. Quelle serait la prochaine annonce du côté du Mali? Alors, du côté du Mali, c'est qu'on sort de la CEDEAO, c'est de suivre la procédure ou le processus en cours. Le processus aujourd'hui, c'est de retrouver un équilibre sur le plan politique, sur le plan sécuritaire et ensuite sur le plan sous-régional aussi, se réintégrer, surtout avec la CEDEAO parce que le Mali perd gros et bien sûr les autres États aussi perdent gros. La prochaine annonce va dépendre des négociations avec la CEDEAO, la médiation qui va se mettre en œuvre et tout ce qui va suivre après, c'est le leadership du CNT. Voilà, merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre décryptage.